Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous mes amis et un excellent dimanche. Ça va bien démarrer parce que c'était la fête, figurez-vous, cette semaine. Du côté de Lyon, oui tiens, une ville dont on a entendu déjà parler quand il s'agit de cuisine et de gastronomie. Mais là c'était la fête des amateurs de pâté croûte. Ah oui, à Lyon on dit pas pâté en croûte, on dit pâté croûte. Cela dit, depuis cette édition, j'y ai assisté de mes propres yeux. Eh bien, on a le droit maintenant, même à Lyon, de dire pâté en croûte. Les deux sont acceptés. Oui, c'était le championnat du monde de pâté en croûte ou de pâté croûte. Et croyez-moi, c'était une fiesta ahurissante. D'autant que c'est un Français qui a gagné. Ouais, le mec est tout seul. Non, il n'est pas tout seul. Le Français qui a gagné est avec moi en studio et on va tout de suite le découvrir. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Mesdames et messieurs, devant vos yeux ébahis et devant vos esgourdes de même, Frédéric Le Guern Geoffroy. Salut Frédéric. Bonjour Vincent. Comment ça va? Très bien, et vous? Ça va depuis cette semaine, ça doit pas arrêter en fait, depuis que vous avez remporté le titre. Non, ça n'arrête pas. J'ai pas dormi du tout la première nuit parce que déjà j'étais excité, le fait d'avoir remporté ce championnat. Et des SMS, des mails, des messages de compliments, voilà, toutes les secondes, ça arrivait d'un peu partout du monde. Ah ouais, j'imagine. Et hier soir, j'ai fait une bonne nuit de 4 heures peut-être. Ah, ça c'est la nuit maximum là. Voilà. Depuis. Je dormais pas beaucoup plus avant, mais là c'est mieux que rien. Oui. C'est vrai, c'était une bonne nuit. Frédéric, on va apprendre un petit peu à vous découvrir avant de parler de pâté croûte, de votre pâté croûte qui a donc remporté brillamment cette épreuve. C'était votre quantième présentation. Enfin, vous êtes présenté combien de fois à ce concours? En tout, je me suis présenté 3 fois. Et donc, les 2 premières fois, j'ai terminé en finale mondiale. Donc, il faut savoir qu'en France, en Europe, il y a différentes parties pour accéder à cette finale mondiale. Et les 2 fois, j'ai terminé 4e mondial. 4e, oui. Juste aux marches du podium. Au pied du podium. Ça énerve le breton, le breton que vous êtes. Il faut savoir que c'est quand même un championnat mondial et que voilà, il n'y a que les élites du pâté croûte qui accèdent à cette finale. Donc forcément, sur 800 dossiers qu'il y a au départ, 4e, finalement, c'est pas si mal que ça. Alors, ceux qui ne connaissent pas ce championnat du monde de pâté croûte, d'abord, ça veut dire qu'ils ne sont pas amateurs de pâté croûte, parce qu'il y en a qui bavent devant les réseaux sociaux, devant les photos des différents candidats. Ceux qui ne connaissent pas doivent savoir que tout a démarré un peu dans une bande de copains lyonnais. D'ailleurs, j'ai été les retrouver. On venait de terminer les dégustations. Ils étaient là. Arnaud Bernolin, Christophe Marguin, Audrey Merle, Gilles Demange qui m'avait dit, oui, c'est né dans une histoire de copains. Mais on voulait en savoir un tout petit peu plus. Arnaud, on vous a vu à l'œuvre parce qu'à chaque fois qu'il faut prendre le micro, c'est vous qui vous y collez. Vous allez y être encore ce soir? Bien sûr, cher Vincent, bien sûr. C'est important de mettre en avant nos partenaires, nos artisans, fabricants de pâté croûte. Et aujourd'hui, on est très très heureux parce qu'on a une sélection internationale qui est absolument extraordinaire. Alors Christophe Marguin, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? 14 finalistes qui viennent d'en découdre avec un jury de folie. Mais avant, sélection nationale, sélection continentale. La sélection déjà, on va commencer par le Canada, où les États-Unis étaient représentés, le Chili et le Mexique. Ensuite, on a été en même temps au Suède, on a été en Angleterre, à l'ambassade de France. On a été à Tokyo, à l'ambassade de France. On a fait un éliminatoire à Paris. Donc c'est vrai que tous ces pays réunis. Tahiti, j'oubliais Tahiti. Vous avez été à Tahiti? Nous, on n'a pas le droit d'y aller. C'est Audrey qui va à Tahiti. Mais, toute seule? Ouais, chaque année. Ça, c'est chouette. Elle a copié un peu le maire de Paris. La maire de Paris, Anne Hidalgo, elle essayait bien faire des petits voyages à Tahiti. Ouais. Pas pour le pâté croûte, cela dit. C'était trop. Non, mais ça, c'est un peu pour couper court au ricanement de ceux qui disent oui, un championnat du monde. Il faut pas oublier que les 2 précédentes éditions ont été remportées par des Japonais. Les 3 précédentes. Oui. Après des Français, d'ailleurs. Ouais. Les Japonais étaient indétrônables. Moi, j'étais resté sur Daniel Gobet.
ce traiteur de l'Ain qui avait fait un travail formidable, donc il y a 4 éditions. D'ailleurs, il y avait un gars à lui, son traiteur, enfin un de ses cuisiniers traiteurs qui travaillait dans son équipe, qui représentait aussi la maison encore cette fois-ci. Mais et puis des Japonais, et puis comme le disait Christophe Marguin, le président c'est le nom de son restaurant, hein, président des Toques Blanches Lyonnaises, eh bien il y avait aussi deux Canadiens, oui. Donc c'est vraiment un championnat du monde. Ça n'est plus genre, allez, on fait rentrer un Suisse pour faire, c'est international. Non, là c'est vraiment mondial. Il y avait 2 Japonais, donc un Suédois, un Anglais, un Tahitien. Tahitien français, hein, donc. Hein. Oui, voilà. Ah oui, non, parce qu'ils ont dit Tahitien, genre comme c'était les antipodes, mais c'est comme la France. 2 Québécois. Voilà, c'était vraiment, c'était mondial, et c'était l'élite qui ont été sélectionnés dans chaque continent. Et ce qu'il faut bien dire, avant de creuser un petit peu le pâté avec vous, c'est qu'il y avait un niveau incroyable. Hein. Moi, j'avais la chance, comme à chaque fois, d'être dans le jury de dégustation, et j'étais vraiment saisi et bluffé. Alors peut-être une certaine faiblesse sur une partie des pâtés, parce que on va avancer là-dessus tout à l'heure. On va vous dire ce doit être qu'un vrai pâté en croûte. Hein, pour être parfait, il faut que tous les éléments soient parfaits. Mais là, globalement, et pourtant, des gens dont ce n'est pas la culture de base. Oui, absolument. C'est à l'origine, c'est vraiment de la culture française. Hein. C'est un chef-d'œuvre français qui date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça date vraiment même du Moyen Âge. Ceux qui nous écoutent aujourd'hui doivent le savoir. Le pâté croûte ou pâté en croûte, allez, on va dire pâté en croûte. Eh bien, au départ, c'est pour remplacer le frigo, hein, pour conserver les viandes cuites. Oui, c'était pour conserver parce que il y avait pas de frigo, donc on assaisonnait de la viande, on l'enveloppait dans une pâte, on mettait en cuisson et ça permettait vraiment d'avoir une croûte pour conserver la nourriture. Mais la croûte ne se mangeait pas. Voilà, c'était vraiment un récipient. C'était un peu comme de la pâte à sel, quoi, en fait. Ouais, c'était vraiment un... C'était pour entourer. On cassait la croûte et on mangeait la nourriture. Ça servait de récipient. D'où l'expression casser la croûte, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais. Autre chose, parce qu'on m'a beaucoup posé la question, moi j'ai posté, comme vous le savez, sur mon compte Instagram, les gens me disent « Ah, mais moi j'aime pas la gelée, pourquoi on met de la gelée ?» On met de la gelée parce que ça remplit le vide laissé par la rétractation de la viande à la cuisson et ça empêche l'oxydation, le contact avec l'air. Pire que ça, parce que là c'est pas juste pour combler, là c'est vraiment la viande à la fin de la cuisson, elle commence à se rétracter, elle va se gorger avec la gelée. Donc la gorgée, elle doit être vraiment d'une qualité impeccable. Impeccable, et Dieu sait qu'on est dur, nous, dans le jury, hein, sur la dégustation de la gelée. Alors, les gens qui n'aiment pas la gelée, je dis ça, c'est d'abord, une bonne gelée, c'est bon, hein, parce que c'est pas juste de la gélatine avec des colorants et des arômes. C'est vraiment, normalement, un jus de viande, ou en tout cas un jus qui est effectivement un peu collé, hein, il faut bien le dire, pour que ça fasse de la gelée. Mais ça, cette utilité aussi de protéger. Comme vous le disiez à l'instant, c'était une manière de conserver les viandes. Ça rendait en fait le pâté croûte ou pâté en croûte hermétique. Oui, absolument. Hein, et sinon, il y a de l'oxydation. Sinon, le pâté devient gris au lieu d'être une couleur agréable à l'œil. Ah oui, parce qu'il faut que ça reste un petit peu coloré, etc. Oui. Hein, parce qu'on met pas de sel nitrité dans son pâté. Hein, c'est pas comme dans cette charcuterie. Oui, ça a tendance à disparaître un petit peu. Oui, heureusement d'ailleurs, mais enfin bon, pas encore suffisamment. Bon alors, ce pâté, je vous le dis, ça va vous rendre dingue, hein. Mais Fred qui est avec moi, Frédéric Le Guern, il a dit en fin d'émission, je vous dirai ce qu'il y avait dans le pâté. Dans mon pâté aux croûtes, je vous donnerai une recette comme ça. Vous avez intérêt à prendre les carnets et les stylos, parce que, à mon avis, il y a des amateurs. Hein, il y a des amateurs qui... Il faut surtout avoir le temps, parce qu'un pâté en croûte comme ça, ça prend au moins 4 jours à être fait. 4 jours pour se faire? Entre la première abeille... Oui, le vôtre. Mais il faut quand même compter 24 heures, hein, au minimum, hein, pour un bon pâté en croûte. Oui. Après, on peut le faire en une journée, un pâté en croûte, mais pas avec les inserts, pas avec une préparation spéciale. Il faut faire mariner les viandes, il faut la pâte à préparer, le montage, le repos, la cuisson, le repos, le coulage de la gelée. Tout ça, ça prend du temps. Et pour faire un pâté en croûte, un bon pâté en croûte, il faut avoir du temps. On ne peut pas faire ça trop rapidement. Il faut faire l'amour au pâté en croûte. Il est humble, hein, Fred, parce qu'il dit il faut du temps, mais il faut bien plus que ça. Il faut un énorme talent, du temps aussi d'apprentissage, hein, parce que ça se fait pas du jour au lendemain comme ça. D'ailleurs, on vous parlera tout à l'heure de transmission, parce que il coach un petit peu, il donne des cours, Frédéric. Et puis surtout, il faut aussi les bons ingrédients. Enfin, tout ça, tout ce qui fait un bon pâté, restez avec nous. On va en parler dans l'émission. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Retour au beau pays du pâté en croûte qui fait saliver, qui fait rêver, qui fait des petites étoiles dans les yeux sur les réseaux sociaux notamment, mais aussi dans les bistrots, hein, parce que Frédéric qui est avec moi, Frédéric Le Guen Geoffroy, eh bien c'est le nouveau champion du monde de pâté en croûte. Je le dis parce que pour ceux qui prendraient l'émission en cours, qui se disent mais qui est ce jeune homme, quel âge d'ailleurs Moi je suis plus un jeune homme, j'ai 48 ans. Oh là 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 là, bah pour moi c'est un jeune homme. Allez, Frédéric, ce qui est incroyable, c'est que ce pâté en croûte qui est né chez les pâtissiers, hein, qui a suivi chez les charcutiers traiteurs, qui a été pris d'assaut par les chefs et les chefs, hein, on va d'ailleurs avoir dans une seconde une chef dont vous avez déjà entendu parler. Eh bien, ce pâté en croûte, il est maintenant un produit identitaire de notre France à table, hein, de la belle haute cuisine bourgeoise française. Oui, absolument, oui. On le trouve même dans les restaurants gastronomiques, les palaces. Voilà, on peut faire un pâté signature très haut niveau et puis le trouver dans des beaux établissements. Allez, dans le dernier quart d'heure, on vous dira de quoi se compose un pâté en croûte réussi. Hein, pour être champion du monde, si tout d'un coup la bouche vous pique ce matin, eh ben vous avez Fred avec nous qui va vous dire, il va vous donner tous les éléments, tous ses secrets. Peut-être pas tous. En 10 minutes. Ah bah non, Fred, là c'est un contrat, hein, on avait dit tous les secrets. En attendant, vous savez quoi ? Bon, il a été premier sur la marche du podium, Frédéric Le Guen, mais il y avait évidemment un second et une troisième qu'on attendait très fort sur le podium, c'est Emeline Aubry, qui est pâté croûtière dans le Perche. Oui, pâté croûtière, c'est une profession. Bonjour Emeline. Bonjour Vincent. On peut dire pâté croûtière, je sais pas comment ça marche d'ailleurs. Tu dis comme tu veux. Bon, d'accord. Comment vous appellent les clients de vos marchés là où vous allez vendre votre pâté en croûte? Madame il m'appelle Emeline. Ouais, il m'appelle Emeline. Emeline, ouais, c'est le samedi là, à Mortagne, ouais, c'est sympa. Ces clients, ils sont vraiment cool. Est-ce que vous avez des fleurs jetées devant votre labo ce matin? Est-ce que les percherons sont ébahis? Eh bien, je dois dire quand même que la tourmente médiatique, il y a beaucoup d'engouement autour de ce championnat. Bien sûr. Donc, ouais, ça a fait les radios France Bleu Normandie. Enfin, c'est peut-être des confrères à vous, mais oui, bien sûr. C'est assez énorme. Et puis ce matin, c'était le comité d'accueil. Tu sais, mon petit local, il est juste à côté de la mairie, donc ouais. J'ai eu les félicitations du maire. Ah, génial. Non, parce que en plus, vous mettez, alors il n'y a pas que le Perche, vous mettez en avant le cochon de Bayeux avec un éleveur qui travaille d'arrache-pied pour vous donner les meilleurs cochons, qui était une coche, si je ne m'abuse, dans votre pâté ce coup-ci. Exactement, une jeune coche de 3 ans avec. J'étais surprise par la couleur et la densité de la viande. C'était magnifique. Avec beaucoup de goût, beaucoup de mâche. C'était assez exceptionnel. Voilà, être troisième devant les 14 meilleurs mondiaux, c'est pas rien, Emeline. Hein. D'ailleurs, j'ai vu votre joie, hein. Aucune déception, aucune amertume de pas être plus haut sur le podium. Vincent, oui, je visais plus haut, je ne cache pas. Oui, tout le monde. J'ai d'être un jour championne du monde, mais il faut reconnaître quand même que je suis contente de ce résultat parce que il y a 3 ans, j'avais jamais fait un pâté en croûte de ma vie, tu vois. Donc, oui, c'est ça. C'est ma deuxième participation, donc je suis très heureuse quand même de ce résultat. Emeline, vous partagez avec Frédéric le fait d'être cuisinier et non pas charcutier traiteur, hein ? Oui. Ça, c'est important. Vrai. Frédéric, c'est important parce qu'on n'a pas du tout la même vision du produit quand on vient de la cuisine. On a l'historique et on utilise beaucoup de recettes, on travaille les assaisonnements, on peut travailler des produits de saison et nous, ça nous donne des atouts pour travailler des pâtés en croûte différents. Ouais, avec vraiment surtout peut-être la pâte, la gelée, c'est-à-dire ce sont vraiment des éléments culinaires et non pas uniquement de la conservation. Ouais, voilà. Parce que le traiteur n'a pas les mêmes bases. Oui. Voilà, ça part pas du même endroit, ça doit arriver au même but en revanche. Oui, c'est vrai. Ce qui est pas toujours facile. Alors ceux qui sont à l'écoute et qui se disent un petit peu chacun, mais où sont les charcutiers traiteurs? C'est quand même dingue cette histoire. Les cuisiniers ont pris d'assaut le championnat. Rassurez-vous, il y en avait un qui était là en embuscade. Hein. D'ailleurs, il avait déjà été second au concours précédent l'année dernière, et le revoilà vice-champion du monde. Il est grand, c'est un beau rouquin de Lyon, c'est Jérémy Crozet.
Crozer. Écoutez-le, j'ai été lui tendre le micro juste à la descente du podium. Jérémy Crozer, le régional de l'étape, le local même, j'ai envie de dire, Crozer Bello à Lyon. Jérémy, encore vice-champion du monde, 2 fois deuxième, c'est merveilleux quand même. Ouais, c'est ça, c'est le poulie d'or du pâté croûte. Le poulie d'or du pâté croûte, voilà, un titre qu'il a gagné de haute lutte. Jérémy, c'est quoi l'impression au fond quand on est deuxième aujourd'hui? Est-ce qu'on a la rage ou est-ce qu'au contraire on est satisfait? Vu le niveau qu'il y avait aujourd'hui, je suis satisfait. Après, voilà, on n'est pas dans les palais et les exigences de chaque jury, donc c'est comme ça. Après, voilà, je suis déjà heureux d'être vice-champion du monde de nouveau. Jérémy, j'étais venu vous voir la dernière fois dans votre magasin. Le lendemain, vous repartiez à la bataille. C'est quoi le sentiment là, en descendant du podium, en descendant de scène? C'est que demain matin à 6h, on est au boulot. Et refaire chaque matin le boulot qu'il faut pour faire goûter aux Lyonnais et à ceux qui viennent dans votre boutique les merveilles que vous avez fait pendant le concours, parce qu'il n'est pas très différent du pâté croûte que vous servez chez vous. Ouais, c'est exactement le même presque, ouais. Voilà, la farce est la même. La farce est la même. Eh ben, c'est une belle farce que vous venez de faire aux Japonais en leur volant la 2e place. Merci Jérémy Crozer. Ouais, merci à tous ceux qui vont passer à la boutique aussi. Là, je peux vous dire qu'il y a la queue. C'est l'avantage d'avoir effectivement une boutique de charcuterie traiteur. Alors, Emeline, elle est un petit peu entre les deux. Hein. Elle est cuisinière, mais elle vend quand même sur les marchés. Heureusement, parce que je suppose que les commandes ont dû pleuvoir depuis cette semaine, non ? Bien, écoute, j'étais déjà complet, moi, jusqu'à la voilà. fin de l'année. Donc, avec les fêtes qui arrivent en plus. Mais malheureusement, non, ne m'appelez plus pour Noël. Stop. C'est fini, il n'y en a plus. Ou alors, va falloir rajouter des zéros derrière, sur le chèque, parce que on résiste pas à ça. Non. Mais écoute, on va se parler un petit peu franchement. Je pense quand même que je vais en profiter pour augmenter un petit peu mon prix. Ah oui, c'est vrai que tout a augmenté ici. Les matières premières, beaucoup de travail, exactement. Et donc, l'énergie. Je dois reconnaître que c'est une occasion pour moi d'augmenter légèrement mes prix. Alors, tu peux trouver mes pâtés en croûte sur le marché à Mortagne le samedi matin, mais aussi sur un site qui s'appelle pourdebon.com en expédition. Ah, je connais bien Pour de Bon, c'est vachement bien, une très belle sélection de produits. C'est vachement bien, exactement. Et c'est un circuit court, donc vous êtes en direct avec moi, mais voilà, il s'occupe de la logistique. Et puis, je fais des événements à droite, à gauche, des marchés, les gens viennent chercher leurs commandes à mon atelier. Enfin voilà, c'est cool. Bon, ceux qui veulent aller au marché à Mortagne, c'était hier, c'était samedi. Ça sera samedi prochain. Et encore, si c'est pas l'émeute devant l'étal d'Emeline Aubry. Alors, Emeline, encore un mot. Votre compte Instagram, c'est Emeline Aubry chef, 2 FE. Exactement. Aussi simple que ça. C'est important. Oui, venez sur mon compte Instagram, je publie essentiellement des pâtés en croûte. Donc, si vous avez envie de vous régaler l'œil, et faut pas regarder à partir de midi, il vaut mieux pas regarder mon compte Instagram, mais ça donne faim. Mais voilà, avec grand plaisir. Il y en a un autre qui a un compte Instagram qui est très suivi, c'est Fred Le Guen, Topo Foodies. Topo Foodies, c'est le site que de pâtés en fait. Tous les pâtés croûtes, les uns après les autres. Ouais, pâtés, couteau japonais aussi. C'est une autre de mes spécialités. Mais est-ce que du coup il faut un couteau japonais pour bien couper un pâté en croûte? Il faut savoir que les couteaux, moi c'est couteaux traditionnels japonais, il n'y a pas de couteau-ci dans des couteaux traditionnels japonais. Donc non. Voilà, non. Non. Ou alors il faudrait vraiment un tronçon particulier et on risque de bousiller la tronche. On va en reparler. Frédéric, il y a quand même un truc qui me chagrine un peu. Ah bon. C'est que, oui, vous le savez très bien. Non, je sais pas. Si, vous le savez. Ah bon? Si, vous le savez, mais vous le savez pas encore. D'accord. C'est qu'évidemment, par rapport à un traiteur ou quelqu'un qui fait les marchés, vous, les gens qui vont baver devant vos pâtés croûtes champions du monde, ils vont pas pouvoir en acheter. Absolument pas, je sais pas en fait, mais j'ai ma clientèle qui peut profiter mais ma clientèle régulière tous les midis qui profite de mais quelle mes frustration, recettes. Frédéric. Oui, mais je peux pas me départager. J'ai beaucoup d'activités et voilà, je suis pas charcutier. Je suis champion du monde de pâté en croûte, mais mon métier principal c'est quand même chef de cuisine, donc je dois nourrir mes clients toute la journée.
Ben moi, je vais appeler mes copines de food pâtisserie. Je vais leur dire de créer food charcuterie. Et puis d'avoir. Mais pourquoi pas ça serait pas bête. Ou même dans food pâtisserie, c'est de la pâte, le pâté croûte quand même. On pourrait imaginer une collaboration ou vendre en série limitée dans certaines boutiques ou magasins ou je sais pas des grands magasins traiteurs avec un partenariat. Oui, mais il y en a déjà qui font ça. Non, mais moi je parle de vous. Fred. Moi, oui, j'en produis quand même. J'en produis à côté de mes ateliers. J'en fais pour éventuellement ma clientèle que j'ai le midi et qui veulent des pâtés à emporter. Mais une vente publique comme ça, pour l'instant, j'ai jamais fait. Mais ça va venir, je suis sûr. On va vous le proposer évidemment, ou même des sites comme Pour de Bon. On peut imaginer. Enfin bon, ça je jette tout ça sur la table en vrac. Celui qui sera intéressé, moi le premier, de pouvoir acheter le pâté en croûte de Frédéric Le Guen. Cela dit, Crozer Bello, très très bon produit. Emeline Aubry, super produit aussi. Il y en a quelques-uns dans la sélection des 14 qui n'ont pas été sur le podium mais qui sont aussi des sacrés bons faiseurs. Parce que on était un petit peu délicat, mais bon, cela dit, voilà. Alors, encore un mot, Emeline Aubry, dites-moi, est-ce que ça vous donne envie de repartir à l'attaque pour la saison, enfin pour l'année prochaine? Mais ce qui est génial avec ce concours, c'est qu'on sort riche des échanges qu'on a pu avoir tout au long de la journée et de la soirée, en particulier avec les membres du jury et tous les autres professionnels. Donc évidemment, moi le soir même, j'avais déjà 10 autres idées pour la prochaine session. Donc vous y serez. J'ai envie d'y retourner. Oui, en tout cas, je vais travailler pour. J'ai envie de progresser encore. J'ai envie d'acquérir un peu plus de technique charcutière. Et puis, hors antenne, j'appellerai Frédéric pour savoir si, comme le japonais en 2021, il serait d'accord un peu pour me coacher. Maintenant qu'il a plus rien à prouver, c'est ça. Emeline, un mot, qu'est-ce qui est amélioré chez vous quand vous débriefez, quand vous débriefez vous-même, qu'est-ce que dans votre pâté pourrait encore être meilleur? La farce. J'ai un beau travail à faire. J'ai envie de progresser, d'acquérir un peu plus de technique sur la farce. Mais moi j'aimais bien l'oreille de cochon avec le petit cartilage dedans. Ça faisait un petit trait blanc là. J'aimais bien. Oui. Écoute, dans mes idées, j'ai envie de creuser, d'être encore un peu plus radical sur le cochon. Un peu moins rustique et peut-être un peu plus artistique comme l'a fait Frédéric. Voilà. Écoute, on verra, mais génial. Cogiter. Merci, encore bravo Emeline. On vous quitte, on vous laisse replonger les mains dans la farce pour malaxer tout ça et on se retrouvera avec plaisir l'an prochain pour le prochain. Allez, on se quitte encore une minute, on se retrouve avec Fred parce que là on va rentrer dans la technique du pâté en croûte. Il va vous donner ses trucs et astuces. Je l'ai fait jurer de toute façon. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Si vous n'êtes pas des dingues de pâté en croûte, passez votre chemin. Ce matin, c'est entièrement dédié au championnat du monde de pâté croûte qui s'est tenu cette semaine, la finale à Lyon. Et croyez-moi, c'était d'un niveau absolument dingue. Et j'ai la chance d'avoir ce matin en studio à mes côtés Frédéric Le Guen-Geoffroy, qui est le nouveau champion du monde oui, un championnat du monde de pâté croûte. Et ceux qui n'aiment pas ça, n'en dégoûtez pas les autres, comme on disait à la cantine parfois. Alors Frédéric, moi ce qui m'intéresse c'est d'abord votre parcours, parce que vous n'êtes pas charcutier traiteur. Non, moi je suis vraiment pas charcutier traiteur, je suis petit-fils de restaurateur. Où ça? À Dinard, en Bretagne, Côte d'Émeraude. Et voilà, mes parents, non, ils n'étaient pas du tout restaurateurs, mais j'ai gardé cette fibre de la restauration, de la bonne nourriture, mais j'avais déjà en tant que bon breton, j'aimais bien la charcuterie déjà. Le breton aime bien le cochon, ça il paraît. 1 million de bretons, 3 millions de cochons. C'est ce qu'on dit souvent. Et donc c'est dans votre ADN cet amour de la belle charcuterie. C'est dans mes gènes, pas forcément la charcuterie. J'aimais manger de façon, j'aimais bien manger. Bien sûr. On avait un jardin, on avait des lapins, on avait plein de choses du jardin à manger, la mer à côté, les coquillages, les produits de la mer et donc non, moi j'ai toujours aimé manger et à partir de 12 ans je savais ce que je voulais faire comme métier, cuisinier, c'était sûr.
Ah oui, ça c'est un sillon que vous avez tracé dès votre préadolescence. Ah, mais à 12 ans, on avait encore le droit à cet âge on avait déjà le droit à cet âge de travailler. Donc à 12 ans, j'étais dans un petit bar, je faisais des sandwichs, je faisais des choses comme ça. Mais voilà, j'ai toujours voulu faire quelque chose avec la nourriture. Jamais des galettes et des crêpes? Si, c'est la base. C'est la base. C'est la à base. Dinard, comment ce serait dommage. Ah ouais. Devant le château. Ouais. Et non, mais à 12 ans, après moi, à 12 ans, ma bibliothèque, c'était des livres de cuisine, des petits livres de cuisine, et j'étais dans ma cuisine, je faisais des essais, je m'amusais à faire des choses peut-être catastrophiques, mais je testais. Alors Dinard, c'est une très belle station balnéaire qui est face à Saint-Malo, juste de l'autre côté de la Rance en fait, de l'embouchure de la Rance. Bon, alors c'est très prisé en été, évidemment, c'est pas la même clientèle, mais en été, c'est pas le vrai Dinard non plus. Hein. Le vrai Dinard, c'est un peu l'hiver quand même. Ouais, c'est vrai. Bon, l'hiver, c'est beaucoup plus calme. L'été, c'est difficile de se garer, mais franchement, c'est dans mon cœur, Dinard. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Hein. C'est un site absolument merveilleux, là ouvert sur la Manche, c'est très très beau. Et alors, quand vous étiez gamin, donc tout de suite, vos parents ont su que vous vouliez être cuisinier et on vous a poussé dans cette voie? Petit-fils de restaurateur, voilà, on sait que c'est une belle profession, c'est une dure profession, et à l'époque c'était encore plus dur que maintenant. Et non, mais les gens, mes parents en particulier, aimaient bien manger, donc après, qui n'aimerait pas voir son enfant préparer à manger pour les parents? Oui, c'est vrai. Si on aime manger, ah oui. Si on aime manger, parce que d'autres considéreraient peut-être que c'est pas un métier honorable. Bon, on n'est pas de ceux-là, hein, rassurez-vous, évidemment. Frédéric, donc quelle école hôtelière ou apprentissage? Ça tombait bien parce que il y a un lycée hôtelier à Dinard, donc j'avais pas vraiment loin à aller. C'était à 5 minutes de marche, donc non, à la fin de ma troisième, j'ai fait mon stage, un stage découverte. Je l'ai fait au lycée hôtelier. Bon, la première journée, j'avoue que passer une journée debout, je me suis dit, c'est ça la cuisine. Voilà, les muscles n'étaient pas faits et une journée c'était un peu long. Mais j'ai signé, j'ai fait mon entretien et puis à partir de j'ai fait un cursus BTH, BTS en hôtellerie-restauration. Et votre première maison où vous avez travaillé? J'ai fait pas des stages, des apprentissages. La vraie première maison que j'ai fait, donc c'était pas du tout en Bretagne. En fait, j'ai pas travaillé en Bretagne. Ma première maison, c'était sur la Côte d'Azur, c'était au Martinez. Ah ouais, le Martinez à Cannes. Voilà, avec Christian Villers, sacré chef alsacien de la Côte d'Azur. J'avoue que c'était ma première maison avec Monsieur Laurent Guerre, donc meilleur ouvrier de France. Bien sûr. C'était ma première expérience vraiment dure, rude, rigoureuse. Mais voilà. Mais quelle école? Voilà, je me suis pas découragé. En même temps, j'y ai travaillé que 2 mois parce que c'était surtout l'été. Donc après, je suis parti à Biarritz. À Biarritz, à l'hôtel du Palais. C'est pas trop mal non plus. En général, dans ces maisons-là, les chefs se passent le relais des CV. Donc voilà. Jean-Marie Gaultier, c'était un ancien du Martinez. Donc j'ai pas eu beaucoup à chercher. L'esprit un peu de Biarritz, c'est carrément identique à Dinard. C'est vraiment quasiment les mêmes bâtiments, le même climat. Donc j'ai pas été trop dépaysé. C'était dur parce que voilà, c'était des bons horaires, mais on avait la plage à 1 minute, la montagne à 2 minutes, l'Espagne juste à côté. Donc non, c'était une expérience dure, mais avec des meilleurs ouvriers de France aussi. Donc c'était dur mais formateur. Bon alors, cursus de chef. Tout à fait naturel, je dirais, passé par les belles maisons, par l'apprentissage de la vie de cuisine. Et aujourd'hui, vous faites quoi? Aujourd'hui, je suis sur Paris. À l'origine, j'avais vraiment pas l'intention de travailler sur Paris. Moi, à Paris, j'y étais allé quelques fois. Franchement, je trouvais ça horrible. Et je suis monté parce que c'était l'époque où les appelés du contingent, il fallait bien qu'ils fassent leur armée. J'avais une porte d'entrée pour aller au Palais de l'Élysée. Et donc, je me suis dit, à un moment donné, faut remonter sur Paris. Faut que je trouve une place sur Paris. Donc, j'ai débarqué, c'était en 97. Et c'était l'année où Dominique Boucher prenait la place au Crillon, hôtel de Crillon. Donc, j'ai débarqué là. J'ai travaillé 1 an et demi avec, c'était la fin de Christian Constant. Donc, il y a une grosse brigade de grands chefs. Un gros turnover. Une grosse structure dans tous les sens. Room service, banqueting, personnel. Plusieurs restaurants, voilà, c'était vraiment une très grosse structure. Et voilà, au bout d'1 an et demi, je suis rentré au Palais de l'Élysée.
Et voilà. Comment est-ce que, à quel moment, excusez-moi, hein, mais là je ne vois pas se dessiner le pâté croûte là. Et pour l'instant, il n'y a aucun rapport. Aucun rapport. Aucun rapport. Hein. Non. Après, j'ai fait d'autres maisons. J'ai travaillé au Carré des Feuillants pendant 1 an et demi. Chez Dutournier. Chez Dutournier. Ouais, en fait, vous avez vraiment un profil de chef étoilé, quoi. De jeune chef à devenir étoilé. Mais ma place qui m'a le plus marqué, c'était celle d'après. J'ai travaillé 4 ans et demi au Bristol avec Eric Fréchon. Ah bah voilà. Hein, donc, vous avez machine à concours. Ouais, bien sûr. Meilleur ouvrier de France. Ça faisait 1 an qu'il était là. Il était tout jeune à l'époque. Je crois qu'il avait 35 ans. Il n'y avait qu'un macaron Michelin au Bristol et on était toute une équipe. On était peut-être, je sais pas, 50, 90 à l'époque dans la cuisine et des machines de guerre et infatigable et on suivait le chef, voilà, très rigoureux, très dur. Il était là 7 jours sur 7, mais voilà, une rigueur et tout le monde était content de travailler. En fait, vous avez toujours travaillé dans la rigueur, hein, mais dans l'excellence. Hein, c'est peut-être ce qui explique aussi aujourd'hui votre précision de travail. Ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus dans un restaurant commercial, indépendant. Vous travaillez dans un restaurant de direction. Oui, c'est un club de direction. Ouais. À un moment donné, après, dans la vie de cuisinier, de chef de cuisine, il y a des choix à faire. Moi, mes enfants sont nés. Voilà, je voulais quand même avoir une vie de famille, passer du temps avec. Donc il y a des structures qui s'appellent les clubs de direction où on peut faire de la bonne restauration gastronomique, mais avoir quand même des horaires qui sont, voilà. D'ailleurs, à tel point qu'ils vous ont laissé le temps de vous entraîner pour le championnat du monde de pâté en croûte. Ah bah c'est pas difficile parce que les horaires, ça se termine à 15h. Donc la cuisine est libre à partir de 15h. C'est-à-dire qu'il y a une coupure, mais c'est jusqu'au lendemain matin, quoi. Ouais, mais ça me dérange pas, je suis infatigable. D'accord. Alors, du coup, aujourd'hui, c'est quoi le nom du club où vous travaillez, enfin de l'entreprise, ou plutôt la fédération? C'est le Club 90 et en fait c'est le club de direction de la FNTP, la Fédération Nationale des Travaux Publics. Ah bah ils ont de la chance, hein. Moi aussi j'ai de la chance. Vous aussi vous avez de la chance, vous entendez bien. Ouais. Et alors, à quel moment vous avez la mouche du pâté en croûte qui vous pique? En fait, à la FNTP, donc on a une carte qui change tous les jours. Il faut que ça soit varié et moi j'adore la charcuterie, les clients adorent la charcuterie, mais c'est pas évident de rendre glamour de la charcuterie, mis à part dans certaines préparations comme le pâté en croûte, mis à part que le pâté en croûte je savais pas le préparer et les premiers pâté en croûte que j'ai préparé, c'était un peu catastrophique. Je faisais ça comme ça, mais dans mes réseaux, dans mes amitiés, j'ai des meilleurs ouvriers de France, charcutiers traiteurs, et donc il y en a 2 qui sont venus et qui m'ont montré les rouages. Stécie 16, qui est maintenant meilleur ouvrier de France, il est à Quiberon, et Jacques-Louis Henriot qui est à Guidel, qui est à la retraite maintenant, mais voilà, breton, le franc-parler, et vraiment intarissable sur le métier de charcutier. Ça vous étonne hein, qu'un chef cuisinier vienne battre les traiteurs, les charcutiers traiteurs sur leur propre terrain, et pourtant les meilleurs lui reconnaissent un talent fou. Regardez, l'autre jour, juste après le concours, je suis allé tendre le micro à Fabien Perron, meilleur ouvrier de France, charcutier traiteur, ancien prof de l'école hôtelière de Lausanne, maintenant aubergiste en Suisse. Voilà ce qu'il pense de vous. Fred, ça fait 2, 3, 4 ans qu'on le suit, ça fait 2, 3, 4 ans qu'il met en avant le produit. Au-delà de ça, il le partage, il donne des cours, il explique, il vit, il transpire pâté en croûte. Et il le fait toujours avec sincérité, gentillesse, gourmandise. Mais maestria surtout. Mais ce qui lui arrive aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça surprend pas grand monde parce que il est sur le haut, il est au top du pâté en croûte. Et je pense que si aujourd'hui il n'avait pas été sur le podium, il y a la moitié de cette assemblée qui aurait été attristée parce qu'il fait partie des gens qui valorisent le produit et avec, encore une fois, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de gentillesse, avec beaucoup de partage et de gourmandise. C'est ce qui nous rassemble aujourd'hui et son titre. L'année dernière, et je me rappelle, il avait présenté un produit qui était hyper segmentant parce qu'il voulait mettre un gros clin d'œil à sa Bretagne natale, ce qui est hyper légitime. Mais en même temps, ça avait tranché et il a eu la capacité à se remettre en question. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est titré. Donc, il le doit qu'à lui-même, à sa remise en question, à ses efforts, à son travail. Bravo et respect. En 2 mots, bravo et respect. 2 mots, bravo et respect de la part d'un charcutier traiteur de ce niveau-là. Vous êtes rentré dans la famille en fait, étant cuisinier et pas charcutier de métier. Oui, il y a eu un avant et un après concours, c'est sûr.
Bon, et on va parler tout de suite après la coupure, on parlera de ce produit segmentant, parce que vous aviez fait une croûte de sarrasin. Moi, je m'en souviens encore, puisque j'ai la chance d'avoir été aussi à cette finale. C'est vrai que c'était osé, mais vous êtes rentré dans le rang, et ça, c'est bien pour un soldat du cochon. Allez, on se retrouve tout de suite après ça. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, un petit retour en arrière, puisqu'on parle ce matin du vainqueur, du champion du monde. Voilà, ça s'appelle comme ça dans le pâté-croûte. Comme dans toute discipline sérieuse, champion du monde de pâté-croûte. Ça, c'est un titre quand même à s'accrocher. Il est avec moi ce matin en studio. Et on va refaire un petit retour au début de la semaine du côté de Lyon. On était à la descente du podium. Frédéric Le Guen-Geoffroy, le vainqueur, était entouré de ses copains. Et il y en avait un qui est venu, mais des très mollo dans la voix, c'est David Baroche, qui est bistrotier, mais aussi charcutier traiteur, et bistrotier dans le coin des Champs-Élysées à Paris, pas très loin de chez Fred. Il en pleurait pratiquement. Frédéric, en fait, partage énormément parce qu'il fait beaucoup de formations. Et en fait, il partage à chaque fois qu'il réussit à monter d'un palier. Il transmet sa passion et son savoir. Et c'est comme ça aussi que le métier de charcutier évolue. C'est en communiquant son savoir-faire et en le diffusant aux artisans et aux personnes qui l'apprécient. Et c'est un super formateur. Et je suis très 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 content que le champion du monde du pâté-croûte soit à Paris, soit dans le 8e arrondissement. Et soit mon copain, ouais, j'imagine bien David Baroche. il était à donf, David. Ça, oui. C'est un sacré supporter. En fait, on a beaucoup on échange énormément avec les réseaux sociaux et voilà, il y a beaucoup d'encouragement. Il y a des groupies. On a un fan club dans tous les sens. Chaque candidat a son fan club, quel que soit le pays. Et voilà, on a besoin de ça. D'ailleurs, je tiens à signaler aux fans de David Baroche, parisiens ou de passage, que sa brasserie Baroche est fermé jusqu'en juillet. Voilà, en ce moment, c'est la période de fermeture. Donc, gardez-vous un bon appétit pendant 6 mois, lorsque les travaux seront terminés. Frédéric, David Baroche nous parlait de formation. Je crois que c'est une partie importante. J'ai cité tout à l'heure votre site Topo Foodies et votre page Instagram. Vous y passez quand même du temps. Alors, pas assez au goût des élèves qui viennent chercher vos lumières, mais c'est important pour vous, cette transmission du savoir-faire. Oui, absolument, mais que ça soit, je reçois en fait que ça soit des particuliers ou des professionnels, j'essaye de former les gens et franchement, les particuliers arrivent à sortir des pâtés en croûte qui sont aussi beaux que des professionnels. Voilà, je les entoure, je les encadre. Ils seront peut-être pas champions du monde quand même. Peut-être pas, mais il y en a, ça les pique et ils recommencent. Moi, je suis des gens qui me suivent un peu partout dans le monde, notamment en Suisse, où les gens, ils en font presque toutes les semaines et toutes les semaines, ils m'envoient et ils veulent le retour et ils veulent l'améliorer. Bien sûr. Et pourtant, c'est des particuliers. Vous avez le meilleur prof, et ils doivent être fous d'ailleurs, vos équipes, là, vos stagiaires, là, et pour eux, c'est comme s'ils avaient... Ils me voient passer des heures et des heures et des heures et des heures dans ma cuisine. D'ailleurs, la plupart du temps, ils ne me voient pas parce que je démarre mes essais, il est 4h du matin, donc ils ne sont pas encore là. Mais j'y passe des heures, ça me détend. Voilà, je trouve ça relaxant de malaxer la pâte. Et alors, non seulement, excusez-moi de vous le dire, mais non seulement vous n'allez pas pouvoir goûter son pâté, pas tout de suite en tout cas, avant qu'il y ait un partenariat, mais les cours non plus. C'est plein jusqu'à quoi, dans 2 ans quoi? Non, en fait, je fais un cours par mois, je ne veux pas abuser non plus. Ça va se remplir là. J'ai envie d'avoir une vie de famille à côté de ça. Mais voilà, les cours jusqu'à juillet 2024, c'est complet. Aïe. Ce matin, j'étais obligé de rajouter des dates parce que les gens, ils me lancent, ils me réclament. Les gens, ils passent outre, ils font faire des bons cadeaux à offrir à Noël. Et du coup, ça sera offert, mais ça sera en septembre, octobre, je sais pas. Ok, Fred, il nous reste moins de 10 minutes. Maintenant, on va donner un cours à l'antenne. Comme ça, au moins, ça sera fait, tout le monde va en profiter, puis ça sera retrouvé en podcast sur sudradio.fr. Comme ça, voilà. Alors, on commence. Un pâté en croûte, c'est évidemment une farce. Une croûte, une gelée. Commençons par la farce. De quoi doit-elle se composer, cette farce? Alors, selon vous? Une farce de base, pour moi, du pâté en croûte, c'est déjà du cochon.
Voilà, le cochon, c'est la base. Un bon cochon fermier. C'est le liant, quoi. C'est le ciment du... Ouais, voilà. C'est le liant, mais voilà, traditionnellement, dans les charcuteries, on utilise du porc. Bien sûr. Donc, Bien sûr. le liant, moi, j'utilise de l'échine et de la poitrine. La poitrine, parce que c'est gras, donc ça rend les tranches de pâté en croûte un peu grasses, un peu onctueuses, un peu fondantes en bouche. Et l'échine, c'est plutôt la matière, les parties un peu plus solides et la mâche dans le pâté en croûte. Pas n'importe quel cochon, j'imagine. Vous avez un fournisseur? Ah oui, il y a un fournisseur avec qui je travaille et qui me suit sur le concours depuis plus de 2 ans. Donc c'est à La Gravelle, donc c'est en Bretagne. Ah, c'est du cochon breton. Ouais. Et l'honneur du cochon breton, l'honneur perdu, retrouvé. Ah oui, mais carrément retrouvé, parce que c'est le cochon qui m'a servi à gagner le championnat du monde. Donc c'est la maison Brielle à La Gravelle. C'est un jeune couple qui élève des cochons du Roc. D'accord, oui, une très belle race de cochon, c'est pas du large white, c'est un cochon beaucoup plus rustique, avec une belle qualité de chair, le Duroc. Et ils me suivent et ils m'ont envoyé tout ce que je voulais en échantillonnage pour faire mes essais. J'ai fait des essais innombrables et à chaque fois ils m'ont suivi sans rien demander en retour. Heureusement, parce que j'imagine entre 500 et 1000 et une tonne de pâté croûte passé depuis 1 an à faire des essais. Oh peut-être pas tout ça, mais bon, on n'en est pas loin quand même. On n'est pas loin de 500 kilos. Allez, deuxième question. Alors, qu'est-ce qui rentre à l'intérieur? Généralement, c'est du canard, souvent du foie gras, les riz de veau, par exemple, des foies de volaille. Quels sont les adjuvants que vous rajoutez à ce cochon? Vincent, vous avez tout bon, parce que les 2 premières années, je m'étais ramassé, j'étais 4e mondial, parce que en fait, j'avais voulu faire des pâtés un peu trop identitaires. Le premier, j'avais fait un terre-mer avec du poulpe, il était joli, mais je m'en souviens. Les jurys n'ont pas forcément adhéré. C'est pas ça un pâté en croûte. Le deuxième, c'était identitaire, c'était un pâté en croûte breton, donc là c'était particulier, une pâte au sarrasin. Une pâte au sarrasin, mais il y avait du foie mariné au vin rouge, de la couenne cuite au vin rouge. C'était quand même un peu particulier. Même pas au chouchen. Non. Et là, cette année, à force d'écouter les jurys, justement, comme disait Emeline, à la fin de l'épreuve, on écoute les jurys. Ils m'ont dit, retourne sur des choses simples. Donc les choses simples, c'est du porc, c'est du riz de veau, c'est du foie gras, du foie maigre de canard, du cœur de canard, que des choses presque basiques, on va dire. Et un mix de mixé, enfin de haché, et puis des morceaux plus larges, petits, enfin des différentes tailles pour avoir des mâches. Oui, voilà, c'est important aussi au niveau du visuel pour avoir une mêlée un peu lisse, mais qui sert de lion à mettre des morceaux un peu plus grossiers. Oui, c'est ça la mêlée, c'est mettre les mains dans la mêlée, c'est ça. C'est pas comme au rugby, parce que ici c'est la radio du rugby. Alors on parle pas de mêlée. Alors Fred, deuxième chose, la pâte au beurre, au saindoux. Au beurre. Voilà, c'est une pâte obligée, au beurre. Et au beurre avec de la bonne farine, donc pas n'importe quel beurre, pas n'importe quelle farine. Là aussi un beurre qui vous a été fourni? C'est même pas fourni, c'est fabriqué sur mesure. Ah oui. Donc avec peu d'eau, j'imagine. Très peu d'eau. Un beurre sec. Ouais, un beurre extra sec qui a été centrifugé, baratté plusieurs fois jusqu'au taux que je voulais. Ça s'appelle donc la maison le Vieux Bourg. Et c'est Éric Bretagne de Sonis aussi, évidemment. Ouais, c'est les Côtes d'Armor. Beurre de Micelle? Non, beurre doux. Ah oui, vous préférez saler vous-même pour être sûr d'avoir... je préfère... J'aurais pu, mais non, je préférais avoir un beurre extra sec, mais doux. Voilà. Parce que la pâte, c'est super important. Je dis toujours, moi, dans la dégustation, il faudrait pouvoir la manger toute seule comme un gâteau, quoi. Il y en a même qui mangent que l'entame, parce qu'ils adorent la pâte. Bah oui. Mais cuite. Oui, attention, c'est pas du cookie dough. Donc, la pâte cuite. Et vous aimez qu'elle soit très cuite, et vous avez raison. Très cuite. Parce qu'on ne supporte pas le cerne blanc à l'intérieur contre la pâte. C'est ça, il faut un petit contraste, mais pas trop. Il ne faut pas avoir une pâte molle, il faut avoir une pâte bien croustillante, bien beurrée, et c'est le beurre qui permet d'avoir une pâte bien croustillante. Voilà. Il y en a même qui mettent de la semoule fine pour donner du croquant, du croustillant. Ouais. Moi, j'ai trouvé une farine donc qui est sur Rennes, voilà. Et le moulin de Chancor. Donc c'est une farine d'Ille-et-Vilaine avec du blé qui est cultivé proche de la Vilaine. Donc c'est une rivière qui traverse l'Ille-et-Vilaine. Super local. Local à fond. Allez, pour terminer, la gelée, parce que c'est le 3e élément, on l'oublie trop souvent. On le disait tout à l'heure, elle sert à protéger en fait la viande, parce que la viande se rétracte à la cuisson. Et on coule de la gelée à l'intérieur pour créer une sorte de bouchon contre l'air.
Oui, absolument. Oui. La gelée, c'est vraiment... D'ailleurs, dans la notation, dans la grille de jury, la gelée est vraiment super importante. Bah oui. C'est même presque plus importante que la présentation du pâté en croûte. Bien sûr que c'est important. Et cette gelée, c'est quoi chez vous? C'est un jus de viande à la base? À la base, moi ce que j'aime, les souvenirs du dimanche, c'est un jus de rôti. On rôtit un rôti de porc, une échine de porc, on déglace et on a un bon jus qui a vraiment le goût du cochon. Et ben, je suis parti du même principe, de la poitrine de porc taillée en cubes, et j'ai fait un jus de rôti, mais clarifié. Ah voilà. Transparente. Un jus de rôti de porc. Ouais, c'est ça. Avec du vin blanc un peu? Non. Je veux vraiment pas déformer le goût du porc. Donc, il y a que des échalotes, du thym, de l'ail, du laurier. L'échalote, l'ami du cochon, surtout en Bretagne. Ah oui. Il faut bien le dire. Bon vous voyez que c'est pas si compliqué. Et après, on vous parle pas de la façon de mouler, des températures de cuisson, parce que je suppose qu'il y en a plusieurs. Il y a une courbe de température. Oui, parce que il faut bien rendre. Est-ce que vous cuisez à blanc un peu la pâte avant? Pas du tout. D'ailleurs, je pense que plus ou moins interdit sur le concours. En tout cas, au niveau quand on dépose la fiche technique avec le visuel, quelqu'un qui cuit une pâte à blanc, son dossier peut être refusé. Ah ouais, d'accord. Il faut que ça cuise ensemble, homogène. C'est le principe de base pour les puristes. Une pâte crue, une mêlée crue, un couvert cru et on met en route. Mesdames et messieurs, vous venez de prendre un cours de pâté croûte du champion du monde, du nouveau champion du monde de cette année, Frédéric, que j'applaudis tout seul dans le studio comme un grand. Merci d'être venu ce matin, Frédéric. Avec plaisir. Avec plaisir. Notre plaisir, voilà, c'est fini les amis. Je sais qu'on en a fait rêver un bon nombre d'entre vous ce matin. Si vous n'êtes pas encore allé remplir le panier au marché, je pense que vous allez y glisser une petite tranche de pâté en croûte. Enfin, je dis ça, je dis rien. Je vous laisse avec les infos de 11h. Après, vous retrouvez, comme chaque dimanche, Alexandre Devecchio en toute vérité. Voilà, qui envoie le pâté, lui aussi, en général le dimanche. Je vous souhaite un beau dimanche avec ou sans pâté croûte sur Sud Radio. Et chez votre traiteur, oui. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.